de Culture Mag, on va vous faire découvrir et on l'espère aimer un documentaire magnifique sur la vieillesse et sur la fin de vie. Dit comme ça, c'est pas vraiment un sujet porteur, la vieillesse, on n'aime pas trop ça. Drôle, poétique, philosophique même. Pourtant, ce film l'est absolument. Son titre, Crépuscule d'une vie, son réalisateur et acteur, co-acteur principal est avec nous, Sylvain Bigelaisen. Merci d'être avec nous. Il va nous dire comment il a réussi à faire rigoler le public sur la fin de vie de sa maman. C'est absolument inouï. Dans ce journal également, une star du rock insubmersible, David Bowie, après les multiples expositions qui lui ont été consacrées l'an passé, eh bien le revoilà à nouveau accroché sur les murs, mais cette fois sous l'œil de son ami et photographe japonais Masayoshi Tsukita. Les deux hommes se connaissent depuis plus de 40 ans. On lui doit notamment quelques-unes des plus emblématiques images de Bowie. Et puis nous partirons en Ouganda en skateboard. Une association française lutte contre la criminalité là-bas en équipant les jeunes de skateboard et ça roule. Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Et voilà donc Sylvain Bigelaisen. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Ou plutôt, de quoi est fait votre tête pour filmer votre maman, 94 ans, en fin de vie, et nous faire rire avec ça? Alors d'abord, il faut que je dise et précise qu'au départ, c'était un au revoir. Donc c'est de la rencontrer, parce que les médecins avaient dit que ça y est, elle n'en avait plus pour longtemps. Donc à partir de là, je viens faire mes adieux, mais elle reste présente et lentement, elle va commencer à sortir de son malaise pour reprendre conscience et avoir avec moi un dialogue qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, à l'origine, ce n'était pas un film que vous vouliez faire. Crépuscule d'une vie, ce n'était pas un documentaire, c'était juste un petit témoignage. Voilà, et alors j'ai commencé à prendre ma guitare, à lui chanter des choses qu'elle aimait et que j'aimais. Et puis comme je voyais qu'il y avait un répondant et un dialogue, j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer nos dialogues. Ça veut dire que grâce à votre intervention, vous avez sorti votre maman de, je ne veux pas dire la maladie, mais enfin peut-être de cet oubli psychique dans lequel elle était? Moi, je crois qu'il y a énormément de choses qui sont intervenues et peut-être la mienne est une des choses. Sûrement pas la principale, mais c'est son caractère. C'est une femme qui a toujours lutté, qui a lutté au début pour survivre et ensuite, à la fin, pour vivre. Et je crois que ce parcours de fin de vie, c'était surtout pour profiter de la vie. Sylvain, la mort, la vieillesse au cinéma, ça a été traité dans des fictions. On se souvient bien évidemment de Amour de Haneke. Bon, ça c'était puissant, dense, mais on a également comme exemple de Tati Daniel ou Youth, ou même encore en Israël, il y a un film très drôle qui est sorti qui s'appelait Farewell Party. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était des fictions. Or vous, c'est un documentaire. Comment vous avez organisé vos images ? Alors, bon, d'abord, au niveau caméra, je travaille avec intuition et je savais où mettre la caméra. Et puis ensuite, je laissais la caméra être le témoin de ce qui se passait. Donc, ce qui était important, c'est ce qui se passait, c'était spontané, ça se passait au présent, et la caméra enregistrait. Ce n'est que quand le montage est intervenu qu'à ce moment-là, on se dit comment est-ce qu'on va créer une histoire. Oui, pourtant, enfin, on va en voir un court extrait, mais enfin, il y a quand même de la mise en scène. Et où est-ce que vous l'avez placé, le cursus de la mise en scène ? Moi, je crois qu'à partir du moment où je sentais que ce que je vivais n'était pas seulement personnel, mais que c'était universel, alors c'est vrai qu'il y a eu cette conscience que la caméra était présente et ma mère était partenaire. Donc elle me donnait des cours aussi, comment filmer. Et puis il fallait que je fasse le film d'une manière forte et l'image a un impact sur les gens. Et, me dit-elle, tu prends un risque parce que les gens n'aiment pas se voir comme ils sont. Et c'est un challenge et je crois qu'on a réussi. Oui, vous avez réussi. C'est vraiment formidable. J'ai assisté à cette projection. La salle entière riait alors que c'est absolument pas drôle. On va regarder un court extrait de Crépuscule d'une vie, puis on va reprendre cette discussion. Tu devrais donner ton corps à la science. Il faudrait qu'on analyse comment ça se fait que toi, à ton âge, en fumant tellement, tu es là, présente,
Tu sais quoi? Tu sais un secret? Oui. Moi aussi, je sais. Toi non plus, je ne sais pas. Pas seulement toi, tu ne sais pas. Mais moi non plus, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je voulais dire à la science, que la science aurait pu... La science, elle a autre chose à faire. La science, elle a autre chose à faire. C'est tout. Je la défends. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est qu'en général, on donne à la science après. En général, oui. Donc, pas avant, bien entendu. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai pas attendu après. Non, tu es encore là, toi. On peut pas te donner à la science, C'est pas de la science. puisque tu es là. Ils vont me tuer. Pas la peine. La cigarette ne va pas te tuer, mais eux, oui. Eux vont me tuer. Bien parce que vous prenez plaisir à re-regarder ce film que vous avez fait. Dites-moi, cette femme elle, extraordinaire, est-ce qu'elle est comme ça parce qu'à la fin de sa vie ou est-ce qu'elle a été comme ça parce qu'elle a l'air à la fois dure, intraitable et en même temps très drôle? Moi, je crois que la dureté provient de l'histoire. L'histoire l'a marquée. L'Holocauste, le fait qu'elle a dû sauver la vie de ses enfants, elle a sauvé d'autres vies. Dans ce film. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà fait un autre film sur ce sujet, mais vous n'abordez absolument pas ça dans le film. Non. On comprend qu'elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, on comprend qu'elle a vécu la Shoah, mais vous n'en parlez pas. On n'en parle pas parce que ce n'était pas nécessaire. À partir du moment où on vit le moment présent, on n'est pas obligé de tout faire passer par le prisme de l'histoire, de la culture, de la religion, des choses qui nous ont formés comme un moule. Mais alors elle était comment enfin, Alors elle, dans son parcours de fin de vie, elle s'est adoucie. Elle se permettait d'avoir une larme, elle se permettait de caresser. Donc il y a énormément de choses que j'ai vécues avec elle dans ce parcours de fin de vie que je n'avais pas quand j'étais enfant. On sent par moments une vraie jouissance de votre part, dans votre voix, dans le sourire de votre voix, une vraie jouissance à filmer ces moments-là avec votre maman. Vous pleurez une seule fois dans le film. Pourquoi? D'abord parce que il faut dire que c'est au début. Et au début du tournage... Alors il faut expliquer quand vous avez commencé à tourner. Vous avez commencé... Moi, j'ai commencé en 2011. C'est à ce moment-là que l'été 2011, les médecins ont dit qu'elle n'en a plus pour longtemps. Ces temps sont comptés. Voilà. Donc, mais elle est restée 2 ans. Et c'est pendant ces 2 années qu'au départ, j'ai enregistré la voix. J'ai fait énormément de photos. Et puis ensuite, la caméra est intervenue quand je sentais qu'il y avait moyen de dialoguer. Et que esthétiquement aussi, la caméra pouvait prendre des choses qui étaient belles. Et... Alors, justement, cet aspect esthétique, parce que c'est une vieille femme, son corps est squelettique. Ok, le noir et blanc, ça va très très bien à la vieillesse, mais enfin, on se pose des questions. À quel moment vous avez dit, je veux faire de ma maman un personnage beau? Alors, parce qu'elle est sur son lit, il y a des moments où c'est affreux, dans le fond, vraiment, et c'est quand même joli. Et pourtant, je n'ai pas pris de décision. Ce que vous voyez dans le film, c'est exactement ce qui a été vécu. Vous ne l'avez pas apprêté, elle n'a pas... Non, ouais. C'était comme ça. Et la caméra, parce que je pense que si je devais réfléchir comment l'aborder, j'aurais peut-être mis la caméra plus loin, j'aurais pas été tellement près. Pour moi, les rides racontent une histoire. Chaque ride raconte une histoire. Et il y a des moments où on a l'impression de voir cette célèbre photo de William Burroughs, vous savez, comme ça, avec ses rides en noir et blanc, mais... Qui a décidé que la vieillesse était négative? La vieillesse, c'est quelque chose qui est très positif, puisqu'elle elle a en soi énormément de sagesse, elle a en soi énormément d'humour. Il y a moyen il y a moyen d'apprendre énormément. Moi, j'ai appris énormément. Et surtout, ce que ma mère m'a appris, n'aie pas peur de la mort. Alors, il y a cette partie-là dans le film qui est quasiment philosophique. Vous vous demandez, mais pourquoi on ne nous apprend pas la mort? Bon, d'abord, en philo, on l'a fait, hein, quand on était petit avec Montaigne, il faut savoir vivre avec la mort. Mais vous aviez envie de faire passer aussi un message un peu philosophique, de nous rappeler ces fameux cours de philo de l'école? Moi, ce que je voulais surtout, c'est essayer de comprendre. Peut-être parce que j'avais peur.
Et peut-être parce que cette peur, et je savais que j'allais devoir me séparer de ma mère. Donc, il était clair que j'allais lui poser des questions. Et elle savait comment me répondre, d'un côté, et d'un autre côté, avec beaucoup d'humour. Puisqu'elle dit, je lui dis, oui, mais tu sais, c'est important de savoir pour faire les choses correctement. Mais ça vous a aidé, vous avez compris quelque chose? Et alors, elle me dit, mais faire les choses correctement, c'est toute une vie qu'il faut le faire. C'est pas les 2-3 mois où tu vas accompagner quelqu'un dans son parcours de fin de vie. Mais ça, c'est du bouddhisme. C'est incroyable, c'est profond. Et cette profondeur est quelque chose qui, je crois, touche les gens, et son humour qui fait que les spectateurs, quand ils sont assis, il se passe plusieurs choses. Il se passe d'abord le fait qu'ils rigolent. Et puis ensuite, ils intériorisent des choses, et puis ils rentrent à la maison. C'est comme si tu rentrais dans... on va rentrer quelque part avec une gourde, et on va se mettre à boire. Mais moi, ma question, c'était vous. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous est passé par la tête? De quoi est fait votre tête? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Et donc, quand vous posez la question, on n'apprend pas à vivre avec la mort. Lorsque votre maman est partie, donc en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez pourtant suivi, vous l'avez filmé, vous avez fait ce documentaire magnifique, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que ça vous a aidé, ce film? Alors, d'abord, il y a le montage. Oui, travailler avec le montage, avec une monteuse, c'est permettre de raconter une histoire qui est universelle. Le montage est très important. Et je crois qu'à ce moment-là, ce que j'ai ressenti et ce que je ressens aujourd'hui, c'est cette phrase qu'a dit Einstein dans la loi sur la thermodynamique, qui dit que la quantité d'énergie qu'il y a dans l'univers est une constante, elle ne change pas. Ce qui change, c'est la forme. Donc ma mère, l'énergie qu'elle était, ça doit encore être là. Elle y est, on le sent bien. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce film sera projeté parce qu'il reçoit énormément de prix là où il passe. À suivre, le skate en Ouganda, c'est l'une des façons de lutter contre la criminalité. Mais pour l'heure, une expo à voir si vous êtes à New York. Daniel Campos et Sandy Fortis. David Bowie sous toutes les coutures, sous l'objectif de Masayoshi Tsukita. Lors d'un concert de la star accompagné de Lou Reed en 1972, le photographe japonais avait approché David Bowie. Après avoir vu le portfolio de l'artiste, le chanteur britannique accepte de se faire photographier. C'est le début d'une relation amicale de plusieurs décennies. Dans le cadre de sa tournée mondiale, Masayoshi Tsukita amène son exposition dans la Grosse Pomme. Après avoir exposé ses photos dans les plus grandes galeries de la planète, c'est la première fois que l'artiste dévoile ses œuvres aux États-Unis. Une trentaine de photos qui témoignent des 40 ans d'amitié et de confiance entre la star britannique et le photographe japonais. Comment des petites roulettes peuvent sauver des enfants de la délinquance dans une ville où les pistes sont plutôt faites de sable? Eh bien, justement, en y croyant, depuis une dizaine d'années, l'association française Petit Ougandais distribue des planches de skate à des enfants dans la ville de Kampala notamment, et ça marche. Le récit Kampala de Daniel Campos avec Solal Azeroual. Des planches à roulettes sur les routes défoncées de l'Ouganda. Et pourtant, ça marche. Ou plutôt, ça roule. Tous les 2 mois, l'association toulousaine Roule Petit Ougandais envoie des équipements de skateboard au pays de l'Est africain. Derrière ça, il y a le skateboarder professionnel Jean-Claude Géraud, natif de la Côte d'Ivoire. Monter une organisation à but non lucratif, cette idée lumineuse lui vient en visionnant les clichés de Yann Gross, un Suisse qui a photographié d'incroyables scènes d'enfants ougandais sur leur skateboard, roulant sur les pavés défoncés du quartier de Kitintale. Ces jeunes skateurs ougandais s'inspirent du collectif des Z-Boys, qui ont roulé sur la côte ouest américaine dans les années 70, mais aussi du skateur ougandais Jacques Mobirou, qui importe en 2006 la culture du skateboard dans son pays. En France, l'association Roule Petit Ougandais organise une expo au quartier général à Paris. Intitulée Road to Mukono, l'expo de skate ressemble plutôt à une collecte de fonds. Plus de 80 planches customisées par des artistes y sont exposées avant d'être vendues aux enchères. L'objectif de Roule Petit Ougandais est d'utiliser les bénéfices récoltés pour financer la passion des jeunes Ougandais pour le skateboard. Derrière la promotion du skateboard et cette association caritative,
Le grand projet est de détourner les Ougandais du crime et de la délinquance dans ce pays où le taux de criminalité est élevé, mais aussi d'encourager le professionnalisme pour qu'un jeune puisse un jour représenter sa patrie dans une compétition internationale de skateboard. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. On se quitte sur un court extrait du film Au crépuscule d'une vie. Merci, à demain.